Ex-URSS, ça définit à la fois un lieu et une temporalité. On sait que c'est juste après la chute de l'Union soviétique, donc on est après 1991. Gorbatchev n'est plus au pouvoir et c'est Eltsine. Et c'est le grand chambardement en Union soviétique, enfin en ex-Union soviétique. C'est un moment où tout se redéfinit et le système de valeurs est complètement inversé. Et c'est vraiment pour moi le grand inconnu. C'était ça qui m'intéressait là-dedans. Et c'est ça qui a fait que je suis allé beaucoup dans des pays qui ont appartenu au bloc de l'Est. C'est parce que ces pays-là, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement exotique pour moi. Ça paraît paradoxal, mais tout ce qu'on a pu en connaître, on l'a connu majoritairement, à part ceux qui y sont allés, mais on ne l'a connu qu'après coup, ou alors on l'a connu via les écrits, par exemple de Solzhenitsyn, puis après de Chalamov ou de Alexievitch. Mais c'est vrai que moi, j'avais besoin, en tant que dessinateur, d'aller sur place et d'aller dessiner ces lieux, parce que ce sont des lieux où tout est différent de ce qu'on a connu. C'est-à-dire que l'architecture, le mobilier urbain, les objets de la vie quotidienne, tout est différent. Pour un dessinateur, c'est extrêmement stimulant et ça permet d'enrichir considérablement la bande dessinée. Donc c'est à ce titre-là que je voulais me servir de ce lieu, parce que je trouvais qu'à dessiner, c'était extrêmement nouveau pour moi. Caucase. J'ai fait les repérages de cette bande dessinée dans le Caucase, c'est-à-dire vraiment à la frontière entre la Russie et la Géorgie. C'est un lieu absolument magnifique parce que le Caucase, déjà, ce sont de très hautes montagnes. Il y a quelque chose d'épique dans ces montagnes. À dessiner, elles sont fascinantes. Par ailleurs, il y a plusieurs lieux qui m'intéressaient, notamment, je voulais mettre en scène ce qui se passe en ex-URSS à ce moment-là, c'est-à-dire la privatisation de toutes les entreprises. Et je voulais que ça se passe dans une mine. Il se trouve que dans le Caucase, il y a une mine qui est fascinante, qui se trouve au milieu des canyons. Et cette mine-là, en fait, était le premier bastion bolchevique de l'histoire. C'est-à-dire que à l'époque où Staline était encore un bandit de grand chemin, qui attaquait les trains et qui essayait par tous les moyens de trouver de l'argent pour le parti, il a convaincu en premier les ouvriers de cette mine-là. Et c'est cette mine-là que je mets en scène dans ce livre. C'est vraiment l'argument principal de ce récit, c'est comment cette mine-là va être privatisée. Trafiquant. En URSS, il était interdit de spéculer. Ceux qui ont lu par exemple les récits de la Kolyma de Chalamov ont vu qu'il suffisait d'être pris en train de revendre un manteau, on l'avait acheté 100 roubles, on le revend 150, on est pris pour un spéculateur et on est envoyé au goulag. Donc c'est absolument interdit de faire du commerce. Avec Gorbatchev, puis après la chute de l'Union soviétique, eh ben ces gens qui désiraient faire du commerce, tout d'un coup ils peuvent le faire. Mais on est encore dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils ont le droit effectivement de le faire ou s'il va y avoir un retour de bâton. D'autres ont déjà anticipé la chose et ont fait énormément de commerce, par exemple de vinyle. Des gens sont enrichis considérablement à ce moment-là et un certain nombre sont devenus les oligarques qu'on connaît aujourd'hui. Donc ces trafiquants-là, c'est à la fois des gens qui font du tout petit commerce, qui pillent, qui font vraiment du maraudage, et d'un autre côté, les oligarques, c'est vraiment la confrontation entre les petits et les grands qui se jouent là-dedans, et les petits ayant l'opportunité dans ce monde en redéfinition de devenir les grands de demain. Et c'est un peu l'enjeu de cette histoire. Personnages. Chez moi, les personnages, c'est le point de départ de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le moment où ça prend chair et où ça prend vie. Et c'est par là que tout se passe. Je passe beaucoup de temps à les dessiner, je passe beaucoup de temps à les rechercher, etc. Et à partir du moment où ils commencent à vivre sous mon crayon, je sais que l'histoire peut démarrer. Parce que tant qu'ils n'ont pas leur personnalité, je ne sais pas où je vais et je ne sais pas ce qui peut leur arriver. À partir du moment où ils existent comme ça sous mon crayon, ça devient vivant,
Ça fait notamment que ce n'est plus un récit théorique, ça devient un récit qui est incarné. Et moi, à titre personnel, c'est la chose qui m'intéresse le plus quand je fais de la bande dessinée. C'est-à-dire la façon dont je les fais vivre et la façon dont on a l'impression qu'ils bougent alors qu'ils sont dessinés et figés. La particularité de ce récit, c'est que la plupart des personnages que je mets en scène, ce sont des personnages que j'ai rencontrés. Notamment pour ceux qui auront lu la bande dessinée, le Volodia, cette espèce de grand escogriffe, est un type qui existe vraiment et qui était champion de course d'orientation en URSS, et il se balade effectivement en slip dans la neige. Lavrine est un type avec qui j'ai travaillé, il passait son temps à faire autre chose que ce pour quoi il était payé, c'est-à-dire qu'il passait la frontière vers l'Allemagne la nuit pour aller chercher des Porsche et les revendre à des gens. Donc c'était vraiment le type qui avait le commerce dans le sang et qui avait un bagou incroyable. Et en ça, le fait de s'appuyer sur des personnages que j'ai connus a beaucoup facilité le travail de dessin. Et surtout, il y avait, en prenant ces deux personnages opposés, là je parle de Lavrine et de Volodia, il y a la confrontation entre deux mondes qui se fait, c'est-à-dire entre le monde occidental, Lavrine étant le type qui épouse complètement le désir du commerce, et Volodia, à contrario, étant le type qui s'est construit totalement dans l'idéal communiste. Rythme. Dans une bande dessinée, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire que la bande dessinée est un médium extrêmement archaïque, c'est comme la littérature, c'est comme le théâtre. On a très peu de choses à notre disposition et la seule façon de tenir les lecteurs, c'est par le rythme, c'est par la façon dont s'enchaînent les événements, il faut le surprendre. Mais le rythme, c'est pas seulement la frénésie, c'est aussi alterner des pauses de calme et des pauses de contemplation. Dans les paysages qu'on traverse, il y a des moments de contemplation, et pour moi, ils me servent à mettre en valeur les moments où ça s'accélère. Ce qu'il y a de particulier pour moi dans cette bande dessinée, c'est que c'est la première fois que je fais une série. Avant, je faisais toujours de longs récits qu'on appelle des one-shots, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un désir de densifier tout le temps, et finalement, si je continuais dans cette voie-là, j'aurais offert quelque chose de trop dense et d'un peu indigeste pour les lecteurs. J'ai pris la décision de le découper en 3 parties, et je prends chaque partie comme vraiment un livre à part entière, pas comme un élément fonctionnel pour plus tard. Chaque livre doit être tenu par le rythme d'un récit de 100 pages. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et je pense qu'il y a un côté un peu burlesque que j'avais déjà un peu expérimenté dans mon précédent ouvrage. Mais là, dans Slava, il y a quelque chose qui est plus dynamique parce que la lecture est à mon sens, est plus rapide.